Bienvenue au balado Juste pour vivre. J'entame une série d'épisodes cet été en territoire non cédé Innu. Quoi? Bonjour à tous les Inuits qui nous écoutent et Chinarkumitin, merci de m'accueillir. Je suis sur la route pour rencontrer des personnes qui ont une réflexion autour de la relation au vivant. Je le fais entre autres grâce au fonds d'appui à l'engagement étudiant qui me soutient généreusement. Je suis aujourd'hui à l'Auberge du Jardin. C'est une magnifique auberge qui est située sur un terrain paradisiaque à Petit-Saguenay, là où se passe le festival Virage. Pour l'occasion, j'ai décidé de rencontrer le cofondateur du festival Virage, Yann Segers. C'est un enseignant à l'Université de Chicoutimi qui enseigne l'éco-conseil depuis 15 ans. Il travaille aussi à l'initiative du Grand Dialogue régional pour la transition sociale et écologique. J'ai commencé par lui demander de me présenter le festival. Le festival, en fait, il est né dans les cendres d'un autre festival qui s'appelait le Festival du Folksal, qui était un festival essentiellement de musique, mais auquel je n'ai pas participé, en fait. Ça, c'était les amis de Sainte-Rose qui s'occupaient de ce festival-là. Mais c'était un festival de musique où beaucoup de gens venaient. Et je pense que la dernière édition devait y avoir autour de 2500-3000 personnes. Et à ce festival-là, il y avait une quantité de personnes qui avaient des idées, qui s'impliquaient dans différentes initiatives de transformation sociale et écologique. Et à un certain moment donné, Nancy Lavoie, qui co-organisait le festival du Folksal, s'est dit, pourquoi, plutôt que de faire un gros party pendant 3 jours, on ne ferait pas aussi le party en réfléchissant à des enjeux socio-écologiques. Fait que l'idée, elle est née à ce moment-là de dire, rassemblons des gens, mais pas uniquement avec de la musique, mais aussi avec une dimension politique à un festival. Donc, l'idée, elle a germé à ce moment-là dans la tête de Marielle Couture, qui habite aussi, qui est une artiste de Sainte-Rose, de Nancy Lavoie et de Marco Bondu. Et à un certain moment, à la première année, Marco m'a appelé pour me dire « Ryan, ça te tente-tu d'animer des trucs à un festival qu'on est en train de démarrer? » Fait que moi, j'ai dit « Oui, allons-y. » Et là, il m'a présenté à son équipe. Et puis, là, j'ai dit, là, c'est malade ce truc-là. Fait que j'ai commencé à m'impliquer à l'an 1. En fait, là, je devais animer pour un festival une fois. Puis finalement, je me suis impliqué dans le comité organisateur. Puis là, j'en suis à ma 6e édition à Petit-Saguenay ici. Parce qu'on a migré de l'autre bord du fjord. Parce qu'il faut faire un virage. C'est clair. Puis dans le G de virage, la flèche indique vers la gauche. OK. As-tu envie de nous en dire plus sur toi, le virage, tu le vois comment? Pourquoi un virage? Si je reviens au festival, le festival est un peu une belle expression de ce que je pense de ce virage-là. C'est une espèce de croisement que j'appelle tête, main, cœur, en fait, là. Tête, c'est que il faut réfléchir à de nouveaux concepts, il faut partager des nouvelles idées, il faut discuter de nouvelles propositions sociales et écologiques. Et ça, pour ça, il faut nourrir, en fait, notre intellect. Mais juste penser, c'est pas suffisant. Il faut aussi se relier avec le cœur, donc se relier à soi-même, se relier aux autres et se relier à la nature, là. Je regarde dehors, là, puis c'est magnifique avec la montagne puis la pluie, ces virages. Donc, il faut se relier à soi, aux autres et à la nature. Et finalement, juste se relier, c'est peut-être pas non plus suffisant. Il faut aussi travailler avec les mains. Donc, faire, être dans l'action, se mettre en action, en fait, construire, déconstruire. Et puis ça, ça nous prend les mains. Puis l'idée du virage, à mon avis, c'est une espèce de combinaison tête, main, cœur, mais qu'on ne peut pas nécessairement avoir uniquement en soi. On ne peut pas être bon dans tout dans la vie. Donc, l'idée, c'est de créer communauté, de faire communauté dans cette espèce d'échange de savoir-faire, de savoir-être, de relations, de résonance. Et virage, c'est un peu l'expression de tout ça, en fait, là. Je serais curieux, c'est arrivé quand dans ta vie, ça, cette idée de vouloir t'inscrire dans ce processus-là? Là, moi, j'ai eu 49 ans il y a 2 jours, puis... On va être en retard? Ah, merci. Mais ça fait quand même longtemps que je suis impliqué dans toutes sortes de patentes à gosses, là. J'ai eu une éducation, surtout de par ma mère, une éducation féministe, une éducation qui était très ouverte justement à la pensée critique.
Puis je pense que ma première action politique, plus ou moins consciente, non consciente, c'était lors de la première guerre en Irak. Moi, j'étais en secondaire 2, puis j'étais arrivé avec un brassard noir à l'école pour dénoncer la guerre. Puis quand j'ai eu 13 ans, au tournant de mes 13-14 ans, j'ai été voir un concert des Béruriers Noirs. Donc, j'étais un petit adolescent, puis je suis rentré dans cet univers punk, puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Genre, c'est qu'est-ce qui se passe? Puis à partir de ce moment-là, ça a été un choc, vraiment, vraiment, dans ma vie, de découvrir par la musique, en fait, les Bérus, dans leurs paroles, on s'entend que c'est des paroles très politisées, puis en lisant les textes, en écoutant leur musique, puis en découvrant toute cette espèce de mouvance-là, ben, ça a été en fait l'amorce de ma réflexion puis de mon engagement politique. Fait que vers 13-14 ans, jusqu'à aujourd'hui, dans le fond. Là. Pour les gens qui nous écoutent, toi, tu as passé par Béruriers Noirs, mais est-ce que tu as une idée de comment ça s'inscrit dans les gens qui t'entourent? Comment les personnes qui nous écoutent ou en général, les gens prennent ce virage-là ou sentent qu'il faut qu'ils le prennent puis se passent à l'action? Il y a tellement de manières possibles, mais j'ai comme un terme pour décrire ça, c'est qu'à un moment donné, on a chacun, pas chacun, on peut avoir dans nos vies ce que j'appelle un « oh shit moment ». C'est un moment où tu dis « ah shit », puis tu peux ne plus réfléchir ce que tu viens de découvrir, que ce soit une conférence, que ce soit une parole dans un livre, dans une chanson, que ce soit parce que tu as été mis en contact avec un oncle, une tante, un ami, ou parce que tu as vu un documentaire, ou tu as eu un cours, ou les moments de « oh shit » sont aussi variables, aussi variés que les personnes, en fait. Là. Mais parfois, une personne va avoir un déclic qui va dire « OK, ben là, cette information-là, elle me saisit, puis je suis obligé de faire quelque chose avec. » C'est intéressant. Et les relations là-dedans, est-ce que ça l'a influencé le fait que tu persistes, que tu, par moments, recules? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une place centrale aux relations? C'est clair. Ben, moi, je pense que la vie n'est que relation. La vie humaine puis la vie biologique, là, c'est des interactions. C'est juste ça, des interactions, en fait. Puis, ben oui, c'est sûr que ma vie, elle est ponctuée d'interactions. Ben oui. Oui, je sais pas quoi dire de plus que ça. Non, mais c'est intéressant. Moi, je l'ai réfléchi en fonction de l'écosystème. Parce qu'un écosystème, c'est interdépendant, c'est interrelié. Puis pour le biologiste que j'ai interviewé, pas ça que j'utilise le mot vitalité de l'écosystème, là, mais ça prend ça de vivre de manière interreliée au sein de relations, non? Ben oui, puis je pense que des fois, on peut se masquer cette réalité ou cette vérité, mais on est toujours en relation. Même si on a le mythe du self-made man ou self-made woman, il y aura toujours des gens qui sont en relation pour produire ce qu'on mange, pour produire les biens matériels ou pour qui nous ont éduqués quand on était jeunes, qui ont changé nos couches. Donc, on est toujours en relation avec des idées aussi, avec des personnes, avec de la musique. Donc, on est toujours en résonance, en fait, avec le vivant. Donc, je pense que les relations, après ça, elles sont plus ou moins intimes parce que si on vient à mon parcours, j'ai toujours eu des gens autour de moi, militer puis s'impliquer dans dans une posture politique, ça veut aussi dire d'être avec d'autres qui la partagent, d'autres qui la partagent pas, d'être en confrontation, d'être en reliance. Donc, tu sais, j'ai des amis mon milieu proche est très, très engagé, là, en fait, ça, ouais. Comment tu vis cette interdépendance-là? Parce que tu ne pourrais pas être devenu le Yann d'aujourd'hui sans tous ces gens-là qui t'entouraient. Fait qu'il y a une forme d'interdépendance que tu as assumée. Comment tu l'as vécu, celle-là? Ben, j'ai toujours été poche tout seul. Fait que je sais pas, mon intelligence ou, je sais pas, ma créativité, elle est vraiment plus activée quand je suis en groupe, là. Fait que j'ai une facilité aussi à être en groupe, donc j'ai toujours été nourri, en fait, par les autres, là. Donc, je suis comme un peu incapable tout seul. Fait que j'ai comme un handicap là, qui me force à être avec d'autres. En même temps, tu te connais, tu as dû apprendre à te connaître aussi. Oui, tout à fait, là. Puis j'ai souvent travaillé en binôme dans ma vie, là, avec un côté moins organisé, plus créatif, puis avec comme des idées. Et un comparse ou une comparse qui était une personne
la plupart du temps plus calme, plus posé, puis qui était capable de travailler, qu'on peut travailler les idées ensemble puis les organiser. Puis une fois que j'ai trouvé un certain équilibre entre ces 2 ou 3 personnes-là, bien, on peut faire équipe, là. Puis après ça, je ne veux pas dire que moi j'ai les idées puis les autres exécutent, c'est absolument pas tout ça, mais moi j'ai découvert récemment que j'ai un TDAH. Puis ça, ben, ça m'a amené à comprendre que le travail en groupe ou en petit groupe, ben, permet, moi, de me structurer, permet de faire avancer des idées, puis facilite, en fait, le travail. Donc, le travail en petit groupe, ben, cette interdépendance-là, pour moi, je la vis à tous les jours, en fait, là. Puis elle permet d'aller plus loin. Il y a comme le petit slogan qui dit « Tout seul, on va plus vite, mais en groupe, peut-être qu'on va moins vite, mais on va plus loin. » Ben, ouais, moi, je pourrais le tatouer sur mon corps. J'ai pas parlé dans le balado à date du terme anthropocentrique. Je ne l'ai pas évoqué nécessairement pour l'expliquer. Puis j'aimerais ça que tu prennes le temps de le faire parce que j'imagine que tu es une bonne personne pour en parler, je me trompe? Ben oui, là, donc j'ai un Parce peu... que ce que je veux en venir, c'est que j'aimerais qu'on essaye de voir à quel point, toi, dans tout ce que tu as vécu, interrelié avec toute ta communauté, dans tes engagements, à quel point il y a eu cette espèce d'anthropocentrisme-là et l'écocentrisme. Tu vois, à quel point vous avez réfléchi de manière entre humains ou au sein des écosystèmes. Est-ce que tu aurais envie d'éduquer notre auditorium par rapport à ça? Peut-être pas, mais en discuter. Il y a des gens, je sais, qui écoutent le balado qui ne sont pas nécessairement ferrés dans ces termes-là. Fait que si tu peux prendre le temps de les expliquer, ce serait très apprécié. Ben, c'est un terme qui réfère à l'éthique de la nature ou à l'éthique de l'environnement. Anthropo qui veut dire humain, centrique qui veut dire au centre. C'est cette espèce de posture-là qui fait en sorte qu'on considère que les humains sont au centre de l'univers et que ce qui gravite autour des humains, comme la nature, on va appeler ça des ressources, par exemple. On va parler de ressources naturelles, de ressources hydriques. On va considérer que le reste du vivant permet de manière parfois très inconsciente, mais de pouvoir répondre à des besoins de notre humanité, mais avec une certaine forme de hiérarchie dans tout ça. C'est-à-dire que c'est normal que, comme humain, on puisse aller utiliser le sous-sol pour aller extraire les minéraux dont on a besoin et que c'est la marche normale des affaires, qu'on peut aller en forêt puis aller couper la forêt pour répondre à nos besoins. De cette manière-là anthropocentrique, donc on dispose en fait de la nature pour être capable de répondre à nos besoins. Et la posture anthropocentrique, elle existe depuis quand même très, très longtemps, mais il y a comme eu une accélération de cette pensée-là avec la révolution industrielle. Il s'est passé quelque chose là dans notre rapport à la nature qui a fait que la nature n'était plus juste une source de curiosité ou une source de peur ou une source uniquement de vitalité pour pouvoir nous nourrir, mais elle a tranquillement été transformée comme un outil qui nous permet de combler des besoins naissants. Avec la révolution industrielle, là, on a toute cette capacité à transformer rapidement, à produire plus rapidement, puis on est de plus en plus de personnes aussi sur la planète, du moins en Occident, parce qu'elle est essentiellement occidentale, cette révolution industrielle-là. Et cette pensée-là, elle est liée aussi beaucoup à l'Occident. C'est une pensée qui a été développée à cette époque-là, révolution industrielle, puis elle a été développée aussi pendant le siècle des Lumières, où on a voulu peut-être aussi distinguer ce qui était de l'ordre du divin, ce qui était de l'ordre de la spiritualité ou de la religion, puis de le détacher de soi pour revenir à quelque chose qui est de l'ordre de la raison ou plus s'assumer comme être de raison. Et en étant un être de raison, on a pu tranquillement se détacher, en fait, de la nature parfois un peu mystique, là. Puis avec la science, avec notre capacité à comprendre les choses, tranquillement, on s'est encore plus détaché parce qu'on peut la découper, la nature, la mettre en dessous d'un microscope, la comprendre. Et tranquillement, on a créé cette espèce de distance-là entre la nature et soi-même. Puis je pense que, quelque part, l'anthropocentrisme est le reflet de toute cette espèce de développement suite à la révolution industrielle qui a apporté toutes sortes d'éléments intéressants pour notre humanité, mais qui a apporté aussi un détachement, en fait, là. Une relation qu'on appelle instrumentale aussi, non? Oui, tout à fait instrumentale. C'est un peu ça l'idée de l'anthropocentrisme, c'est que tout devient instrumental ou est instrumentalisé pour répondre à nos besoins. On va la comparer à l'écocentrique ou à des relations qui sont plus intrinsèques. On en parle souvent quand on parle des personnes autochtones. Est-ce que tu veux aussi aller plus explorer ces concepts-là avec nous?
Ben, sans parler des premiers peuples, je pense que si je reste dans le domaine de l'éthique, on va distinguer l'anthropocentrisme, par exemple, du biocentrisme. On va dire que là, c'est chaque individu vivant compte pour un, en fait. Puis chaque individu a, en fait, le droit, en fait, de vivre et d'exister. Ça serait une relation biocentrique où c'est pas tant l'écosystème qui est important, mais les individus qui sont importants. Puis la pensée écocentrique, elle va être plutôt justement dans cette espèce d'interliaison, d'approche systémique, en fait. Les choses sont interreliées et ben, c'est cette compréhension-là en écosystème qui nous permet de comprendre nos relations puis notre rapport au vivant. Et ces trois formes de relations de la nature, anthropocentrique, biocentrique et écocentrique, cohabitent en fait. Puis dans les populations autochtones, ils ne sont jamais réclamés de l'anthropo, du bio ou de l'écocentrisme. Ils avaient d'autres manières de penser le monde et qui sont extrêmement variées aussi. On ne peut pas les mettre dans un bloc, mais une chose est sûre, c'est que la pensée anthropocentrique, la pensée coloniale, a tranquillement effacé, en fait, cette diversité, en fait, de pensée, de rapport au monde. Elle les a tranquillement effacées pour les remplacer. Et a même jugé très fortement, en fait, ces différentes manières de penser, là, en fait. Puis ça, là, on se retrouve actuellement avec une espèce de cul-de-sac où la pensée anthropocentrique ne peut plus répondre à ce qu'elle nous a promis. Et là, on découvre tranquillement qu'il existe d'autres sortes de relations à la nature. Et puis là, on arrive très rapidement sur la pensée des Premières Nations qui, eux, ont une autre vision de la nature. Du fait que si, pour parler du territoire dans lequel on est, du territoire Innu, entre autres, c'est que la forêt était le lieu ancestralement où ces groupes humains vivaient, en fait. Donc, le rapport à la nature était nécessairement différent parce que c'était le lieu où ils vivaient. Ils dormaient en nature, ils mangeaient en nature, ils chassaient. Donc, tout se passait en nature. Donc, c'est sûr que leur rapport à la nature est complètement différent du nôtre, là. Il n'était pas en relation, on va dire, de domination de cette nature-là. Il en était quotidiennement dépendant. Oui, c'était une codépendance, en fait, là. J'aime bien ce mot-là, c'est qu'on codépend des uns et des autres, là. C'est cette relation-là, en fait, qu'on essaye peut-être de retravailler, en fait, au niveau du Festival Virage ou même en éco-conseil, c'est de prendre ce recul-là sur de dire, OK, on nous a proposé un monde qui est en train de dysfonctionner. Et peut-être qu'un des éléments de cette dysfonction-là, c'est comment est-ce qu'on pense la nature, comment est-ce qu'on se projette dedans, comment on se l'imagine, comment est-ce que dans notre imaginaire, on se l'est fait raconter, cette nature-là. Puis peut-être qu'il y a quelque chose là que si on est capable d'observer autrement, puis de se relier autrement au vivant, qui nous permettrait d'agir dans le vivant autrement aussi. Il y a une excellente lettre d'opinion dont j'ai oublié le titre dans Le Devoir la semaine dernière. Je vais le mettre en hyperlien sur les plateformes. J'ai trouvé ça intéressant, sa manière de le nommer. Il disait, au final, notre relation plus instrumentale, ethnocentrique, a détruit la biodiversité qui, quelque part, nous sert. Et on ne peut plus la laisser aller parce que c'est notre maison, c'est tout notre écosystème qui, si ça perdure, c'est ce qu'il est en train de faire, s'effondre avec ça. Alors, il y a comme une espèce d'équilibre à avoir là-dedans, non? Ben oui, c'est équilibre. Je ne sais pas si le monde est en équilibre, mais... En fait, si on veut sauvegarder l'humanité sur Terre, notre capacité de continuer d'y évoluer comme espèce, même pour plusieurs espèces qui sont en train de... Il y en a beaucoup qui ont disparu et autres. Il faut prendre soin de cette biodiversité qu'on instrumentalise parce qu'au final, ça nous revient en face. C'est clair. Ça, puis là, on en paye aujourd'hui le prix qui va devenir de plus en plus fort, là. Mais oui, il est temps de revoir tout ça. Mais cette forme d'équilibre-là, je ne sais pas si c'est un équilibre, en fait, parce que, ou du moins, c'est un équilibre qui est dynamique. Les choses n'ont jamais été statiques, en fait. Même en biologie, les choses bougent tout le temps. Tout est, entre guillemets, impermanent. Les choses changent, se transforment. Tout est en transition tout le temps. Puis si je reviens d'un point de vue politique, je pense que le mot transition est quelque part bien choisi. C'est que comment est-ce qu'on est capable d'orienter cette transition-là maintenant? Parce que le monde dans lequel on vit, puis qui est un monde qui est, comme j'ai dit, qui est fortement à saveur occidentale, c'est que le monde dans lequel on vit, on l'a appris d'une certaine manière et il masque
en fait, les autres manières d'habiter le monde. Tu sais, si on s'en va en Amérique latine, si on s'en va en Chine, au Japon, si on s'en va dans les différents pays africains, ben tous ces groupes humains-là ont une manière de vivre le rapport au vivant qui est différente. Mais parce qu'on est dans notre propre bain, dans notre fameux eau, dans notre aquarium, comme un poisson, ben, c'est comme si notre manière de voir le monde, c'était la bonne, la meilleure, parce qu'en plus, on a la science, on a la raison, comme on parlait tout à l'heure. Mais ça fait en sorte qu'avec tout ça, ben, on se dit, ben, c'est sûr que notre manière de voir, c'est la meilleure. Donc, pourquoi pas la donner ou la revendiquer, puis la donner ou la forcer de manière coloniale aux autres. Là. Tu parles de masque. Qu'est-ce qui masque? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne le voit pas? As-tu des exemples ou des propositions? Ben, tu sais, c'est un peu notre culture. Tu sais, si je reviens un peu à l'anthropologie, la culture, c'est toutes sortes d'éléments, de codes, de rapports au monde, aux humains, de comment est-ce qu'on rentre en relation, comment on pense notre monde qui nous ont été transmis par nos parents, par la culture, en fait. Donc, on n'a pas nécessairement, qui ne s'est pas transmis par notre ADN, en fait, qui ne s'est pas transmis de manière génétique, mais qui s'est acquise avec le temps, avec l'éducation nationale, nos cercles d'amis, et on reproduit quelque part cette culture-là. Et c'est ça qui masque, en fait. C'est que si on ne prend pas le pas de distance pour dire ceci n'est pas le monde, mais ceci est mon monde, ben c'est là qu'on commet quelque part une certaine erreur, entre guillemets. C'est de penser que notre culture, c'est la culture avec un grand C, alors que c'est une culture parmi d'autres. Le monde est pluriversel, il n'est pas universel, le monde est pluriversel. J'aime ça. As-tu envie de nous définir un peu mieux la culture? Moi, je peux te dire, la culture, c'est de la musique. C'est l'art, mais c'est plus large que ça. Tu l'as évoqué un peu, mais virage, c'est la culture, mais tu as parlé de t'éduquer chez nous, mais comment on peut bien saisir qu'est-ce que la culture? Ben, les arts, ce que tu décrivais comme étant la culture, fait partie de la culture, le terme anthropologique de la culture. En fait, au niveau anthropologique, la culture, c'est tout ce qui fait que notre monde nous semble normal. Comment est-ce qu'on se marie? Comment on pense nos institutions comme la justice? Comment on pense par exemple, nos relations amoureuses? Comment est-ce qu'on pense la famille? Comment est-ce qu'on pense notre vie pendant ou après la mort? Comment est-ce qu'on conçoit la prison, l'argent? Comment est-ce qu'on conçoit, en fait, tous les codes de nos vies qui font en sorte que notre vie, on ne doit pas la réfléchir à tous les instants. Ben, ça nous est transmis, en fait, par les gens, en fait, par la culture ne se transmet pas par la culture, mais on est tous des porteurs de culture. Donc, mes parents ou tes parents, à toi, t'ont appris à être un humain au Québec. Ben, ils t'ont transmis une certaine culture qui vient avec l'histoire nationale, qui vient avec nos mythes, qui vient avec notre religion, qui vient avec tout ce qui fait qu'on pourrait dire qu'une personne se sente, entre guillemets, québécois, camerounais ou mexicain. Ben, cette espèce d'identité-là, ben, c'est en partie notre culture. Alors, on a un virage à faire dans notre relation au vivant. Tu as parlé d'écocentrique et anthropocentrique. On a un virage aussi qui s'inscrit dans la culture. Oui. On a un virage qui doit s'inscrire dans le politique, qui est notre manière de nous organiser dans le monde. Ça fait pas mal de portes d'entrée, lesquelles qui ont le plus marqué ton cheminement d'abord, puis lesquelles que tu auras envie d'évoquer pour aider les personnes qui nous écoutent à se dire « OK, ben moi, si j'ai envie de m'inscrire dans ce changement de virage qu'il faut que je prenne là, je pourrais prendre cette porte-là. » Tu vois ce que je veux dire? Ben, après ça, il y a toutes nos sensibilités, en fait. Puis moi, à une certaine époque, quand j'étais plus jeune, j'étais mis en contact par les nouvelles, par la télévision sur les enjeux militaires, sur la guerre, puis ça m'a complètement qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des gens qui font ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un pouvoir d'oppression? Pourquoi est-ce qu'il y a une domination? Pourquoi est-ce que un peuple considère que ça vaut la peine d'aller tuer un autre peuple pour des raisons X, Y, Z? Il y a quelque chose, moi, qui m'avait dit, mais c'est quoi ça, cette affaire-là? Puis plus tard, je l'ai rationalisé avec cette pensée-là de dire que il y a des enjeux de domination. Fait que moi, c'est comme cette espèce... Moi, c'est ça qui est comme le fil conducteur, en fait, de mon implication, c'est être capable de voir où sont les formes de domination puis essayer d'agir dessus, en fait, là.
Puis le rapport, par exemple, on parlait à l'environnement ou à la nature, ben, il y a un rapport de domination des humains sur, en tout cas, de notre culture sur la nature. Donc, on essaye de la dominer en la mettant, comme on avait dit, sous forme de ressources, mais c'est la même chose va se faire sur les hommes, sur les femmes, le peuple canadien sur les Premières Nations, puis des rapports de domination, il y en a vraiment partout, en fait. Puis moi, ça a été ça, moi, qui m'a dit, ben comment être capable de rendre ces rapports-là, en tout cas ceux que je suis capable d'appréhender, là, je veux dire, à mon échelle, dans mon milieu, puis dans les endroits où j'habite, mais comment être capable de pouvoir essayer d'horizontaliser un peu nos rapports, là, dans le travail, dans les relations humaines, amoureuses. Donc, ça s'inscrit partout où est-ce que tu es, en fait. Ça s'inscrit dans tout ton espace de vie. Comme tout le temps, je ne répéterai pas ça, mais si on fait un pas de plus maintenant, on veut le faire de manière collective, parce que, même toi, tu l'as dit au début, on y arrive seul, c'est difficile d'arriver à un virage aussi important qu'on doit le faire. Il y a des gens qui sont moins à l'aise que d'autres de s'inscrire dans du collectif. On les invite quand même à prendre conscience que ça peut se faire dans leur vie en général, parce que... Ben oui, puis après ça, tu parlais des portes d'entrée, mais les portes d'entrée, elles sont tout le temps grandes ouvertes. Ça peut commencer par donner un coup de main à son voisin ou à sa voisine. Ça peut être intervenir quand on voit quelqu'un qui se sent mal à l'aise ou qui semble vivre une agression. Ben, ça veut être d'intervenir plutôt que d'être un témoin passif. Ça peut être, au Québec, là, il y a tout le bénévolat là, qu'on appelle. Là, je veux dire, on peut aller offrir notre aide, notre temps, en fait, on peut donner... Parce qu'en fait, l'implication, c'est dédier du temps, en fait, qu'on a dans nos vies, de le dédier à quelque chose qui est un peu plus grand que nous, en fait. C'est un peu ça, s'impliquer, là, puis s'intéresser à la politique ou aux politiques, ben, c'est de dédier du temps pour dire, ben, OK, comment est-ce que moi, à mon niveau, là où je suis, ben, comment je suis capable de réorganiser les rapports sociaux dans lesquels je me trouve, là, que ça soit comme prof, que ça soit comme étudiant, que ça soit comme agriculteur, comme artiste, comme il y a comme c'est une espèce de positionnement dans la vie. J'ai comme un préjugé de penser que même au Québec, les gens sont contents de s'entraider. Tu demandes de l'aide en général, moi en tout cas dans mon expérience, les gens sont comme il y a comme une gêne associée à demander de l'aide, mais un coup là, qu'on est dedans, ça existe. Hein. Ben, pour moi, ça, c'est comme un bon début. C'est commencer à faire communauté. C'est que tout d'un coup, l'autre devient plus juste un inconnu, mais devient une personne avec qui je peux socialiser, puis avoir un rapport courtois, cordial, éventuellement une amitié, ou peut-être pas, c'est pas vraiment important, mais c'est s'intéresser à l'autre, puis c'est sortir un peu de sa bulle individualiste. En fait, c'est un peu ça l'idée, là. Puis c'est ça qui est très, très, très difficile aujourd'hui, parce qu'on a un paquet de stimulus, où on a un paquet, je dirais, comment je pourrais dire, c'est comme les réseaux sociaux, comme la télévision, comme Netflix, comme des podcasts, comme tout ce qui nous entoure, en fait, nous enferme un petit peu dans notre voiture, ça nous enferme un peu dans notre petite bulle. Puis dès qu'on est capable de faire un petit pas de côté puis rentrer en communauté, faire avec les autres, ben on a cette possibilité-là de choisir de le faire autrement. Puis c'est pas parce qu'on aide son prochain qu'on est dans une démarche politique. Ça peut être justement parce que on a un sens, on est empathique, puis que là, on active cette empathie-là. Mais s'impliquer, ça veut aussi dire de le faire consciemment, de dire, OK, là, il y a un enjeu, par exemple, là, sur le logement. Moi, je trouve que c'est inadmissible que le coût du logement explose, qu'on fait des rénovictions. Là, ça, moi, ça me touche, ça, mettons. Là. Ça peut être une porte d'entrée pour dire, là, moi, j'ai envie de donner un peu de temps pour voir comment je peux aider des groupes qui sont déjà en lutte dans ces domaines-là, où ça peut être très, très, très minimum, pas minimum, mais je veux dire donner son temps pour acheter autrement. Là, on parle souvent genre des petits gestes, mais ça peut commencer par ça aussi, se poser des questions sur son alimentation, sur ce qu'on consomme. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de l'effort. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Il y a plus que de l'effort là-dedans. J'imagine qu'il y a des gains à faire même. Il y a un bien-être, il y a quelque chose de vivant même qui peut prendre forme quand on est dans ces expériences-là. Est-ce que ça se traduit par des expériences que tu as vécues?
Je dirais pas que c'est un et, parce que c'est un effort et ça vient avec d'autres choses. Ça, c'est certain, mais il y a un effort. Ça, on y échappe pas, là. C'est un effort de sortir de son divan pour dire ce soir, à la place de scroller sur mon téléphone, je vais aller au conseil de ville, par exemple. Ou à la place de regarder une série Netflix, ben, je vais aller dans une réunion sur XY sujet, là. Donc, oui, il y a un effort à fournir, puis cet effort-là, ben, je pense que c'est ça l'essence de se mobiliser, en fait. Tu sais, on va se mobiliser soi-même pour dire, OK, je vais faire cet effort-là, de dire, je vais sortir de mon cocon pour aller faire quelque chose qui, socialement, donc collectivement, pourrait avoir un impact. Mais après ça, une fois qu'on... Et ça, c'est à faire à chaque fois, en fait, hein, parce qu'organiser un festival, c'est un effort, là, je veux dire. Puis là, en plus, le festival Virage, on le fait de soir, les fins de semaine, je le fais de manière bénévole, donc c'est comme quelque chose que c'est du temps que j'emprunte sur d'autres choses, sur le temps de famille, sur le temps des enfants, sur le temps de loisirs, sur mon temps de sommeil. Donc, il y a comme toujours il y a un échange à faire entre ce que je vais donner, ben je pourrais pas le trouver ailleurs. Mais une fois, ceci dit, ben, ce qui se passe après, c'est extraordinaire, là. Après ça, ça ouvre un monde de nouvelles relations, de conversations intéressantes, de soirées à discuter, de sorties aussi. Après ça, c'est gratifiant. Je ne sais pas si c'est gratifiant, mais au moins, ça répond à un besoin aussi en soi, là. J'imagine que tu peux être plus fier de toi quand tu fais de l'effort, non? Oui, il y a une fierté. Oui, du moins, ça donne un sens. Moi, je pense que c'est ça la différence. Ça donne un sens, en fait, à la vie. Peut-être pas avec un grand V, mais ça donne un sens à se lever le matin, de dire, ben oui, je travaille, je fais mon quotidien, mais en plus de ça, ben, il y a une partie de mon temps que je vais donner pour donner du sens à la collectivité. Maintenant, on peut faire tout ça dans une logique anthropocentrique. Oui, tout à fait. Comment on le pense avec une logique maintenant plus écocentrique, ce virage-là qu'on vient de parler, là, on peut le faire juste pour nous autres, mais quand est-ce que ça change, là, que ça devient plus... Grande question. Je pourrais te poser la question. Toi, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait ce changement-là? Je pense que moi, c'était par rapport à ma sensibilité intérieure. Je suis trop sensible à la beauté du monde, peut-être. C'est mon rapport très poétique, peut-être, au monde, à la vie, qui me touche. Je dirais pas nécessairement que c'est du sacré pour moi, mais c'est quelque chose qui profondément vient me toucher. Et c'est comme quand on me pose la question pourquoi tu fais ça? Ben, si je le fais pas, c'est un peu taire qu'est-ce qu'il a envie de vivre en moi. Puis si moi j'aime la vie, puis si je me sens si vraiment je connais quelque chose de profondément, puis que je suis bien à l'intérieur de moi puis avec le monde, ben ça se reproduit aussi dans ce qui m'environne. Sinon, c'est comme si... Après ça, c'est une question de valeur, peut-être. Si j'étais quelqu'un d'égoïste, qui ne pense qu'à moi, peut-être que là, je protégerais ça en même temps. Ça ne marcherait pas parce que mon bien-être est en relation et dans ma relation égalitaire avec mon amoureuse, mes enfants. Je pense que c'est quelque chose qui m'habite d'abord. Ben, c'est ça. Il y a comme, tu l'as dit, il y a des valeurs en arrière de tout. Il y a une éthique, là. Il y a quelque chose qui fait en sorte que pour se tenir droit dans nos bottes, là, pour se dire, OK, ben là, je suis capable de me regarder dans le miroir, ben, il faut que je fasse, ou ce serait bien, ou je me sens bien quand je fais telle ou telle action qui permettent de faire un sens, de faire sens dans la communauté. Puis je pense que ben, la communauté, ben, c'est des humains. Puis je pense qu'il peut y avoir ce même déclic-là, puis de dire, ben il y a aussi les autres que humains qui font partie de la communauté. Nos animaux, la forêt, ici le fjord, les lacs, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est autre que humain, ben peut-être qu'à un moment donné, ben on se rend compte qu'on est interdépendant, puis que le vivant a tout autant de... Ben, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais
C'est pas tant qu'il faut s'occuper du vivant, il faut se relier au vivant. Parce que le vivant, il s'occupe tout seul après ça. T'sais, on dit souvent que, oui, les humains, là, ils détruisent la planète, puis s'il n'y a plus d'humains, la planète, elle va continuer à vivre. Je ne veux pas rentrer dans ces généralités-là, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. La nature, elle n'a pas besoin des humains pour vivre, en fait. Là. Mais les humains ont besoin de la nature pour vivre. Puis je pense que quand on découvre ça, ou quand on fait ce lien-là, en fait, on ne peut plus juste uniquement détacher notre rapport à la vie humaine, de le détacher du rapport au vivant en général. Ça devient comme interrelié. Là. Puis en biologie, ils ont cette espèce de capacité à le voir de manière scientifique, mais toutes les interactions dans le vivant, ce qu'on appelle les écosystèmes, la relation entre l'eau, entre le sol, entre le milieu, entre le minéral, entre l'atmosphère, tous ces éléments-là sont interconnectés. Puis tout ça, c'est comme dans une espèce de fragilité, mais en même temps d'une certaine force là, immense, en fait, auquel on participe. Là. Puis je pense qu'une fois qu'on découvre ça, on peut juste plus s'enlever de la tête. Là. Puis à ce moment-là, le lien entre faire une lutte sociale ou s'engager socialement, à un moment donné, tu fais très vite le lien avec l'environnement ou avec la nature. Tu sais, si on lutte pour le logement, qu'on va dire que c'est une lutte extrêmement sociale, oui, c'est une lutte sociale. Mais après ça, si on fait le lien avec le reste du vivant, comment est-ce qu'on construit les maisons, comment on construit les habitations, dans quel genre de quartier on veut le développer, là, on rentre dans des considérations écologiques, là. Sur les matériaux, sur les îlots de chaleur, sur l'ombre, sur les plantes, les arbres qu'on va vouloir implanter. Donc, le lien, il devient extrêmement rapide, là. Ça m'a vraiment fait réfléchir à la question que tu m'as posée. Ça m'a donné le temps d'y penser aussi. Je pense que je me permets aussi d'être attaché. Je pense que autant c'est difficile parce que ça m'amène à vivre peut-être un deuil constant en fonction de ce qu'on entend constamment aux nouvelles, de ce qu'on est en train de perdre. Ouais. Autant j'ai l'impression que je vis cette intensité-là, puis ce profond bonheur-là d'être vivant avec le vivant parce que je me permets d'être attaché à lui avec toute la tristesse que ça va avec. Tu sais, genre, je suis triste, mettons. Genre, je te dis ça, là, puis ça me touche, tu sais. Oui, ça fait partie, moi, ce qu'on parlait des « oh shit moments », là, c'est d'être frappé par la tristesse. Là. Il y a quelque chose d'immensément triste, en fait, de voir comment est-ce que on utilise sans vergogne les humains, la nature, puis que, ouais. Ça me ramène, si moi je suis triste, j'ai pas envie d'être triste seul. Moi, je vais avoir envie d'être avec Yann, avec mon amoureuse. Fait qu'il y a aussi cette peut-être que si on veut s'inscrire dans une relation où est-ce qu'on est plus sensible, ou est-ce qu'on est plus sensible au vivant en général, il faut peut-être apprendre à vivre dans nos relations puis à les apprécier parce que c'est ça qui va nous aider même à passer au travers de toutes les émotions qui viennent avec ça. Oui, c'est essentiel. Puis tout à l'heure, on parlait je mentionnais la raison qui a pris le dessus sur, par exemple, le spirituel. Mais sans rentrer dans la spiritualité, la raison, elle a pris le dessus aussi sur tout le côté émotionnel aussi, de dire que les émotions, c'est pas bien parce que ça nous enlève, c'est pas rationnel. Là. Mais Edgar Morin dit qu'on est des êtres complexes, on est des êtres de raison, on est des êtres de déraison, on est des êtres économiques, on est des êtres ludiques, on est des êtres d'aimants, on est tout ça à la fois, mais c'est comme si on nous avait mis dans notre cerveau qu'il n'y a que la raison, en fait, que la pensée construite, structurée, qui est la manière de bien réfléchir le monde. Mais on ne peut pas faire abstraction de notre complexité d'humain. Là. On est des êtres qui sont composés avec des êtres qui sont traversés par des émotions, par de la pensée, par des relations. On est traversé par tout ça. Puis je pense que cette sensibilité-là que tu décris, puis que tu amènes, puis qui est forte en toi, elle est essentielle. Il faut en discuter. Puis dans le milieu de la transition, il y a ce qu'on appelle la transition intérieure qui nous permet d'honorer notre peine pour le monde. De dire, il faut honorer notre peine pour le monde pour qu'on n'ait pas juste de la tristesse, mais que cette tristesse-là, cette colère-là, cette rage-là, on puisse s'en servir aussi pour construire quelque chose ou se mettre en action vers ce
qu'on pense être un monde qui serait un peu plus idéal, là. Donc, les émotions, on est capable parfois de les identifier, de dire là, je suis enragé, j'ai de la colère, mais la colère, elle est liée à quoi, en fait, là? Puis là, on peut dire, la colère, elle est liée au fait que, moi, quand, je sais pas, un exemple d'un de mes amis qui m'a raconté ça, c'est que lui, ça faisait longtemps qu'il n'était pas retourné dans son lieu de naissance, dans son village où il habitait. Puis là, quand il est arrivé chez lui, ce qui était un champ en arrière de chez lui, maintenant, c'était des logements, un centre d'achat, comme la toune d'un coloc, là, ils ont fait un centre d'achat. Mais ça peut nous enrager. Puis cette rage-là, là, des fois, si c'est juste de la colère, ça reste une émotion qui est passagère. Mais si on est capable de dire, OK, mais cette colère-là, elle est liée à quelque chose. Et ce quelque chose-là, lui, il est parfois très, très, très concret. Là, on peut se dire, OK, ce qui me met en colère, c'est le fait qu'on a, par exemple, construit un centre d'achat, qu'on a utilisé un espace de vivant pour mettre du béton dessus, ça me met en tabarnak, là. Fait qu'à un moment donné, si on est capable de, pas de canaliser la colère, mais de savoir à quoi elle est rattachée, on peut se mettre en mouvement là-dessus. Quelqu'un m'enseignait que la colère était un élément essentiel dans notre rapport au territoire, à nos... si je cherche à respecter le territoire tant identitaire, personnel qu'en général, la colère me sert à me protéger puis à l'affirmer. Ça demande une forme d'effort relationnel souvent à le faire, mais si on ne le fait pas, l'enjeu, c'est que la colère vient se diriger vers soi parce que là, je me juge de ne pas le faire, le move nécessaire, de l'avoir établi. Hey, là, un instant, là. La limite, là, c'est ça. Arrête, là. Ouais. Oui. Je sais pas quoi dire de plus, là, t'as raison. Là, ramenons-le au social. Mais la colère ou ces émotions qui sont fortes, là, elles sont nécessaires, puis en fait, des fois, on peut juste pas, elles nous traversent, là. Puis, mais ce qui est intéressant, après ça, avec ces émotions vives-là, je pense que j'ai perdu mon idée. Je m'en allais quelque part, mais ça s'est perdu dans ma tête. Une tête très vivante. Je vais retrouver mon idée. Pense-y, moi, dans le fond, là où je vais te relancer d'abord, c'est... veux-tu y aller? Vas-y. Oui, j'ai retrouvé. C'est que ces émotions fortes-là, la colère, par exemple, c'est souvent en réaction à. Fait que la colère, des fois, c'est un moteur à réaction. Donc, ça utilise beaucoup d'énergie, ça burn, puis c'est explosif. C'est le moteur à explosion, là. Mais parfois, c'est intéressant aussi d'identifier, comme je disais tantôt, la source de cette énergie-là, de la colère, puis de la transformer en moteur à action qui, lui, va permettre de construire. Parce que quelque part, la colère, c'est ça, elle utilise beaucoup d'énergie, puis elle peut être tournée vers soi-même. Puis là, on parle souvent d'éco-anxiété, où on parle qu'on n'en fait jamais assez. Dans les milieux plus engagés, il y a souvent beaucoup de jugements envers soi-même. Là, il faudrait que j'en fasse plus, ça, je fais pas ci, je fais pas ça, puis il y a telle cause, il y a ci, puis là, tout d'un coup, là, on devient soi-même un peu perdu, puis triste, puis notre tristesse est renforcée par notre propre incapacité à vouloir en faire toujours plus, là. Puis ça aussi, c'est un peu une forme de colère qui est tournée vers soi. Tu posais des questions, je vais y aller par moi-même aussi, là. Mais la colère sans amour, je trouve qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Oui. Moi, si je m'aime pas, puis si j'aime pas, puis je fais juste m'abandonner à la colère, ça marche pas. Faut que je sois capable de m'aimer suffisamment profondément pour pas m'autodétruire dans l'effort que j'aurai à faire pour me protéger ou je ne sais quoi. Au niveau social, là, tu parlais il y a beaucoup de jeunes qui font des burn-out, en militant, là, entre autres, là. C'est quelque part, il faut aussi s'attacher profondément à l'amour de soi puis de la vie en général. Oui, moi je pense que sans tomber dans le quétaine, mais l'amour parler d'amour. C'est la source, là. Je pense qu'il faut moi je préfère, mais là c'est ça, je dis j'ai 49 ans, je préfère me brancher sur l'amour que sur la colère. Mais ça c'est parce que j'ai lu des trucs aussi dans la vie, là, puis il y a un mouvement anarchiste aux États-Unis qui eux disent love and rage, là. Puis on a besoin des deux, en fait. On a besoin de cette rage-là qui nous sert à nous indigner puis se mettre en action, mais si elle n'est pas nourrie par l'amour, la rage, elle va juste nous consumer, en fait. Puis colère, rage, ça peut nous amener aussi dans les territoires de la violence, ça peut nous amener dans les territoires de l'agression aussi, ce qu'il ne faudrait pas nécessairement reproduire non plus. Puis des fois, la frontière est mince entre l'autodéfense. Je pense que c'est important d'être rentré dans une logique d'autodéfense, mais on est-tu capable d'être dans une autodéfense qui n'est pas uniquement mobilisée par la colère? Y a-t-il une capacité à être en autodéfense par autre chose que de la colère?
Puis je dis pas que la violence est tout le temps mauvaise non plus. Des fois, on a besoin d'utiliser la violence pour pouvoir justement marquer un territoire, par exemple. Des fois, c'est nécessaire, on n'a pas le choix parce que le monde est violent. Mais après ça, est-ce qu'on est aussi capable de faire autre chose? Puis c'est ça qu'on doit développer aussi, comment être capable de mettre nos limites, de revendiquer notre territoire social, politique, notre territoire de ce qu'on veut amener comme transformation, mais avec plusieurs nourritures intellectuelles, émotionnelles, relationnelles, puis que ça puisse nous permettre de nous nourrir collectivement, là. Ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans une forme de populisme que j'associerais à Trump ou les gens de droite qui, eux, alimentent beaucoup une colère, mais très peu d'amour, très peu de care. Le care, là, il évacue ça. Affirmons-nous, on vit de l'injustice, ça alimente fond, mais il n'y a pas d'amour, je me trompe? Ben là, je reviens à ce que je nommais tantôt comme étant de la domination. Pour dominer, ben, il faut surtout s'aimer soi-même, en fait, là. Parce qu'on va considérer qu'on est meilleur, qu'on vaut plus que l'autre, puis l'autre peut être un écosystème comme un autre humain, là. Mais je pense que dans cette espèce d'affirmation de soi comme peuple ou comme individu par la domination, ben, c'est justement, il y a beaucoup de colère, puis l'amour nourrit pas, en fait. J'étais avec la mairesse de Sherbrooke cette semaine et j'apprenais qu'elle avait fait, je pense, sa maîtrise sur le bonheur. Et devant le groupe, les deux, on affirmait le bonheur, c'est quelque chose qu'on vit profondément. Il y a quelque chose là-dedans, quand je regarde l'appel du populisme et autres, là, je me dis, OK, c'est comme si souvent on se faisait, il faut changer, puis on avance. Mais au final, on ne prend pas soin d'identifier qu'est-ce qui nous satisfait pour être bien. Comment je peux être dans un bonheur profond? Puis ça m'amène aussi vers la société de consommation, qui est aussi une société qui nous amène constamment à être insatisfait. Alors, si on est face à constamment une insatisfaction, comment le toucher, ce bonheur-là? Tu disais que tu avais fait des lectures et autres, mais est-ce que c'est venu dans ta vie, cette espèce de grand moment de réflexion? Est-ce que tu dis, OK, il y a comme quelque chose, il faut que je me permette d'habiter profondément pour être bien dans ce monde-là? Oui, ça marche parfois. Moi, le bonheur, je pense que c'est des moments, en fait. Je suis pas tout le temps dans le bonheur. Je pense que c'est des moments, je pense, où je vis de bonheur. Je vis avec le bonheur, mais c'est pas une quête, en fait. J'ai pas une quête de bonheur. C'est quoi ta quête, d'abord? Mais je veux juste mettre une petite bémol là-dessus, c'est que je considère que je suis quand même un homme chanceux dans la vie. J'ai des amis, j'ai de l'amour autour de moi, je suis nourri par plein de choses qui me permettent, en fait, d'être bien, en fait, dans ma vie, là. Je suis heureux ou bonheur, je sais pas, mais je suis nourri dans ma vie, là. Mais pas tout le temps dans le bonheur, non. La quête? Je suis curieux de savoir ta quête de sens, toi, Yann. Elle se tourne vers quoi? C'est une grosse question, mais c'est un balado où est-ce qu'on réfléchit, bon, on prend le temps. Là, ma quête de sens. Ben, ma quête de sens. Bonne, là, il va falloir que tu coupes au montage, je vais réfléchir pendant 20 minutes, là, mais je sais pas, je pense qu'il y a... Ma quête de sens, c'est essayer d'être en résonance avec des valeurs que j'ai choisies et d'essayer de les actualiser, de les faire vivre, en fait, ces valeurs-là. Puis ça, c'est une quête de sens, d'être capable d'être une certaine forme d'intégrité, en fait, avec moi-même, en sachant que les valeurs, c'est pas quelque chose que je suis capable de saisir et qui existe de manière définitive. Tu sais, les valeurs, c'est comme un devrait être, c'est un horizon qu'on essaie d'atteindre. Par exemple, si j'ai comme valeur, par exemple, au travail, qui serait une valeur qui serait liée à l'autogestion, par exemple. De dire, on va essayer de travailler de manière horizontale. Bien, c'est un travail à faire. Donc, j'essaie d'œuvrer dans mon travail à tendre vers des relations horizontales avec mes collègues. Et ça, cette espèce de poursuite de sens dans l'action, je pense que ma quête, elle se trouve à être perpétuelle, en fait, en essayant d'atteindre, pas d'atteindre, mais essayer de réaliser, d'être dans ces valeurs-là. Ça se transforme, c'est quelque chose qui se transforme. Oui, ça bouge. Ouais. Ah ouais. C'est pas la même que tu n'aurais pas répondu la même chose nécessairement il y a 5-10 ans. Eh boy, absolument pas, là. Quand j'ai fait Éco-Conseil, là, ça remonte à il y a déjà 16 mon fils a 16 ans, oui, il y a 16 ans. J'étais dans une autre perspective politique, plus radicale, plus dans l'action aussi. Puis, tu sais, je portais le monde sur mes épaules. Tu sais, je veux changer le monde, là. Puis, il s'est passé quelque chose avec
le dialogue, la capacité à rentrer en contact profond avec les autres dans la discussion puis dans les idées, c'est de passer de changer le monde changer avec le monde. Il y a quelque chose de moins impétueux, de moins impératif, de moins moi contre les autres ou nous contre vous. Il y a quelque chose de moins binaire dans cette logique-là de changer avec le monde parce qu'il faut accepter les contradictions du monde aussi. Et accepter ses propres contradictions aussi. Puis des fois, c'est le plus dur, là, parce que si on a une quête de sens qui est liée à des valeurs, on veut les incarner, ces valeurs-là. Puis des fois, on n'est pas capable de les incarner. Puis là, c'est de la tristesse. Mais là, il faut apprendre à pas tout le temps être dans le jugement de soi-même aussi. Il faut le voir sur une plus longue période de temps, là, une quête. Là. Ça prend de l'humilité. Oui, ça prend de l'humilité. Ouais, puis qu'on va se tromper, puis c'est correct de se tromper, puis qu'on se trompe pas. On essaye des trucs, puis des fois, on se plante. Puis on réessaye, mais ça reste un apprentissage. Être capable de transformer ces trucs-là en apprentissage, puis dire, au moins, j'aurais essayé. 6 virages, là, il pleut, là, puis on essaye, on gosse des affaires. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis si ça marche pas, c'est un beau moment de réflexion de dire, OK, pourquoi ça n'a pas marché? C'était peut-être une mauvaise idée, on était mal organisé, peut-être que... Il y a plein de raisons, mais comment après ça, on peut être nourri pour la suite des choses? Là? Le balado se termine. Yann, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu auras envie de souhaiter aux personnes qui nous écoutent dans leur relation au vivant? J'ai comme envie de terminer sur la notion du temps, en fait. Le temps, parce que c'est quelque chose qui est... je suis beaucoup inspiré par un auteur qui s'appelle Armut Rosa, puis qui a réfléchi sur l'accélération. Puis lui, il va exiger un petit 2 minutes encore. Là. Tu prends le temps que tu peux prendre 10 minutes si tu veux. Lui, Armut Rosa, dans son bouquin sur l'accélération, lui, il parle de ce qu'on ressent. Souvent, là, la famine temporelle, d'être tout le temps dans le jus, là, de toujours manquer de temps, de toujours être à la course, d'être stressé, de penser le matin, là, on se lève, on va travailler, après ça, il faut s'occuper de faire l'épicerie, aller, de notre liste d'épicerie, là, la liste des tâches, notre charge mentale. Là. Puis ça nous met dans un état de famine temporelle. On est toujours en train de courir après le temps, puis au plus qu'on vieillit aussi, le plus que le temps, on a l'impression qu'il passe de plus en plus rapidement. Puis Rosa, dans un petit bouquin, il parle des facteurs d'accélération. Puis je trouve ça important de revenir un petit peu sur cette idée-là que ralentir, c'est extrêmement difficile, en fait. Mais l'idée de savoir qu'au niveau technologique, tout va de plus en plus vite, en fait. On a des nouveaux téléphones, nos ordinateurs nous permettent de rentrer en communication. La technologie nous amène dans un cycle d'accélération. Ça nous ramène à être toujours plus rapide tout le temps parce que on est capable de le faire. Mais il y a aussi, au niveau social, les modes vont changer. On va changer de travail très, très souvent. On va changer de groupe social très, très souvent. Donc, on va être aussi dans une espèce d'accélération au niveau de nos modes de vie, de notre adaptation à nos milieux de vie. Et ça, c'est une autre forme d'accélération. On va changer de métier beaucoup plus souvent qu'à une certaine époque. Donc, on est toujours en train de devoir s'adapter puis de performer quelque part socialement pour s'adapter à ces autres milieux-là. Puis en plus, on est dans des cycles d'accélération de notre quotidien, parce que la liste des choses, notre aliénation au quotidien, elle est totale, en fait. Fait que ça fait en sorte qu'on est toujours pris par l'accélération technologique, technique, l'accélération sociale, puis notre accélération du quotidien. Puis ces espèces de 3 boucles-là d'accélération font en sorte qu'on est tout le temps à côté, dans le fond. Puis ça, ça crée un sentiment d'urgence, ça crée un sentiment d'inconfort. Puis, ça fait aussi qu'on n'a plus le temps pour pouvoir prendre le temps. Puis je pense qu'une des formes du capitalisme, c'est de nous aliéner par cette accélération-là, où on s'aliène par ce temps-là qui est toujours manquant, puis toujours plus de travail, puis toujours plus on remplit notre vie de beaucoup de choses qu'on n'a pas choisies, mais qu'il faut faire pour vivre, parce que sinon on manque d'argent, on va manquer de nourriture, on va manquer de ci, on va manquer de... Puis, il y a aussi cette accélération-là où on veut performer notre vie. Sur nos réseaux sociaux, on veut montrer qu'on est en voyage, on est ici, on est ça. Fait qu'on veut multiplier nos expériences tout le temps pour vivre la vie au maximum, là, parce que là, on a juste une vie. Fait qu'à un moment donné, on est dans cette espèce d'accélération constante qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à toucher avec le présent, de toucher avec la nature qui, elle, vit avec un autre rythme. Les saisons fonctionnent sur un autre rythme, puis on est comme tous déconnectés, en fait, de ces cycles, entre guillemets, naturels. Là.
Fait que moi, j'aurais comme une pensée en conclusion pour une pensée sur comment est-ce qu'on s'est fait capturer notre temps, puis comment est-ce qu'on est capable de pouvoir au moins savoir qu'on s'est fait capturer notre temps, puis être capable de le réinvestir. Puis Rosa, lui, il va dire, il n'y a peut-être pas de remède à l'accélération, mais on est capable d'au moins essayer de raisonner. Lui, il amène le concept de résonance, c'est-à-dire que je vais essayer de rentrer en résonance avec les gens autour de moi. Donc, pas une simple relation brève, elle peut être brève, mais je vais essayer de rentrer en résonance avec la personne. Je vais rentrer en résonance avec les objets aussi, de dire les objets que j'ai dans mon quotidien, je les ai choisis, puis ils sont significatifs. C'est pas juste rempli de patentes à gosse qui nous fait perdre encore plus de temps à réparer ou à gosser ou à changer ou en vouloir d'autres. Rentrer en résonance avec nos amours, rentrer en résonance avec le vivant, d'être capable, malgré l'accélération, d'être capable de raisonner avec les choses qui nous entourent et qu'on choisit. Là. Puis peut-être revenir à cette notion-là de résonance, de raisonner. C'est fou. Hermut Rosa, c'est oui. le plus cité dans le balado à date. Pour vrai, hein? Au moins 4 à 5 épisodes. Eh bien, mais moi, je pense qu'il y a une clé intéressante. Sur les phénomènes d'accélération, il y a vraiment une clé. Là. Moi, quand j'ai lu son bouquin sur l'accélération, je suis tombé en arrêt de travail pendant 6 mois. J'étais déjà au bout du rouleau. Mais ce livre-là, il a fait juste dire, OK, là, c'est genre too much, puis je suis tombé en arrêt maladie. J'étais déjà pas bien dans ma vie, mais ce livre-là, il a juste comme mis genre la clé. Il a ouvert une clé, puis il a fait, OK, c'est genre juste fucking too much. Fait que tout s'est arrêté. Ouais. Merci tellement, Yann. J'avais l'intuition que ça allait être intéressant, mais je t'avoue que je suis très touché par ce que tu m'as offert, ce que tu as offert à tous ceux et celles qui ont écouté le balado. Je te remercie beaucoup. Merci pour cette opportunité de discuter dans ce moment particulier aussi. Là, parce que... Faut dire que tu es très occupé aujourd'hui et que tu nous offres un beau cadeau. Oui, puis je pense que je m'offre un beau cadeau de prendre ce temps-là de conversation. C'est rare qu'on peut avoir des conversations autour de tous ces sujets-là. Puis j'espère que ça peut inspirer, faire résonner les gens qui écoutent. Là. On le souhaite. Merci. Merci, au revoir.